Il est quasiment 19h. Merci d'être avec nous pour le face-à-face entre Gilles-William Goldnadel et Julien Drey. Bonsoir à tous les deux. On commence le débat dans un instant. On va se poser une question. Est-ce que c'est la fin d'une omerta concernant le racisme anti-blanc? Puisque dans la même journée, vous avez un ancien Premier ministre qui en a parlé dans les colonnes du JDD. Et vous avez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui en a également parlé. Si je ne m'abuse, je crois que c'est la première fois que ces deux personnages de l'État ont abordé la question. Avant cela, on fait un point sur l'information avec vous, Maureen Vidal. Bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Le chef de l'OMS alerte sur l'impact catastrophique sur la santé à Gaza de la guerre entre Israël et le Hamas. Les personnels de santé font de leur mieux dans des conditions inimaginables, a-t-il déclaré lors de la réunion à Genève. Il a fait état de signes inquiétants de maladies épidémiques qui risquent de s'aggraver avec la détérioration de la situation et l'arrivée des conditions hivernales. Des travaux d'intérêt général pour les parents en défaillance, c'est une annonce d'Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles. Objectif de la ministre, remettre la parentalité au centre et lutter contre la délinquance. Plusieurs mesures vont être mises en place, comme le paiement d'une contribution financière pour les parents d'enfants coupables de dégradation ou encore une amende pour les parents ne se présentant pas aux audiences qui concernent leurs enfants. Enfin, aujourd'hui, s'est déroulée la remise du prix Nobel de la paix à Oslo sans sa lauréate, décernée à Narges Mohammadi, militante iranienne, emprisonnée depuis 2021 à Téhéran. Ce sont ses enfants qui ont représenté leur mère qui lutte contre le régime religieux tyrannique et misogyne iranien, selon ses mots. Maintes fois arrêtée et condamnée ces dernières décennies, la militante de 51 ans est un des principaux visages du soulèvement Femmes, Vie et Liberté en Iran. Merci, chère Maureen, pour le point sur l'information. Concernant le drame de Crépol, messieurs, 9 témoins n'auront pas suffi pour étendre la qualification du meurtre à meurtre à caractère raciste. Ce qui a surpris d'ailleurs plus d'une personne, et notamment la famille qui attendait à ce que les qualifications soient les plus larges possibles pour qu'ensuite, le temps de l'enquête, on affine évidemment la situation. Il s'avère que dans la société, beaucoup contestent la qualification de racisme anti-blanc. Dans la même journée, je le disais avant le journal, vous avez Édouard Philippe qui en a parlé dans le JDD. Voilà ce qu'il dit. S'agissant du racisme, comme le disait Peggy, il faut dire ce qu'on voit, mais il faut surtout voir ce qu'on voit. Bien sûr, il y a du racisme en France, et il est bien possible qu'il y ait une forme nouvelle de racisme anti-blanc, comme il y a une forme ancienne de racisme anti-noir, anti-arabe et anti-juif. Gérald Darmanin était l'invité de Brut cet après-midi. Écoutez ce qu'il disait à ce propos. Oui, il y a du racisme, mais du racisme contre les Noirs, il y a du racisme contre les Maghrébins, il y a du racisme contre les Juifs, il y a du racisme contre les Blancs, bien sûr. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Pourquoi? Mais là, après, il y a des discussions qui peuvent diverger. Je ne suis pas sûr qu'en donnant les prénoms des personnes, on arrive à dire qu'on pourrait les essentialiser, c'est-à-dire les réduire à leur personne et pas à leur comportement, et se dire, par définition, ceux-là peuvent passer plus à l'acte que les autres. Je suis pour rien cacher pour les Français, mais c'est pas le police qui communique ça, c'est la justice, c'est le procureur de la République qui annonce les faits avec les prénoms, les noms, les adresses. Et là, il revient sur l'histoire des prénoms concernant Crépol. Restons sur le racisme anti-blanc. Et peut-être c'est la phrase de Édouard Philippe qui est la plus surprenante. Il est bien possible qu'il y ait une forme nouvelle de racisme anti-blanc, comme il y a une forme ancienne de racisme anti-noir, anti-arabe, anti-juif. Julien Drey. Je ne suis pas un fan de cette expression racisme anti-blanc, mais je ne vois pas bien ce que ça renvoie. Alors je sais que Gilles William l'a déjà utilisé à plusieurs reprises, mais parce que normalement, du point de vue historique, le racisme, c'est quand une majorité opprime une minorité, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc si ça s'applique à la France, c'est compliqué à dire. Alors après, est-ce que c'est des préjugés? Bon, je ne suis pas sûr qu'elle apporte grand-chose. Si vous voulez me dire qu'il y a une haine du monde occidental, une haine de la civilisation telle qu'on la représente, des Lumières, etc., je pense que les gens qui portent cela... voilà, c'est comme ça que je le verrai. Je ne suis pas sûr que ça apporte grand-chose. Ça n'apporte pas grand-chose, William? Écoutez, moi, je ne sais pas, mais enfin, c'est l'un de mes combats majeurs. Il y a... En 2011, j'ai sorti un livre qui s'appelait Réflexions sur la question blanche. Et mon éditeur de l'époque, Gazevitch, avait peur que je me fasse démolir intellectuellement, parce que c'était vulgaire. C'était vulgaire, c'était même raciste de parler de racisme anti-blanc. Et d'ailleurs, les associations antiracistes dominantes de l'époque, comme SOS Racisme ou le MRAP, disaient que le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est une invention de l'extrême droite raciste. Donc c'était raciste
de parler de racisme anti-blanc. Et comme toujours, la réalité est plus forte que l'idéologie. Et là, on voit effectivement, d'ailleurs, le titre de mon papier dans le Figaro Vox de demain, c'est le racisme anti-blanc sort du noir. On voit que sous le coup de la réalité, là, l'histoire des prénoms qu'il fallait cacher, etc., des 9 témoins, etc., eh bien, finalement, la réalité est plus forte que tout. Moi, pardon, le racisme anti-blanc, il peut exister aussi quand il y a une majorité de blancs. Et dès l'instant où il y a une forte minorité de gens qui n'aiment pas les blancs, pour des tas de raisons, ça crève les yeux. Quand vous avez des gens qui veulent tuer des blancs, j'ai un problème de vocabulaire si c'est pas du racisme anti-blanc. Alors, vous avez la déclaration d'Édouard Philippe, qui est pour être maladroite, parce qu'elle est quand même maladroite, parce que le racisme anti-blanc, il vient pas d'arriver hier matin à 9h. Mais malgré tout, elle a le mérite de montrer que quelqu'un de modéré il contribue maintenant à admettre le concept. Et vous avez Gérald Darmanin, mais ça ne m'étonne pas de lui, par contre. Ça ne m'étonne pas de lui parce que c'est un ministre de l'Intérieur qui regarde les choses en face. Il voit un raciste anti-juif, ça s'appelle un raciste anti-juif. Il voit un raciste anti-arabe, il n'a pas de problème de vocabulaire. Ben moi, j'ai pas de problème de vocabulaire non plus. Il y a j'ai montré pour finir, j'ai montré un tweet extraordinaire où on voit un non-blanc, pour être gentil, draguer une fille sans grand succès. Il la traite à la fois de raciste et à la fois de sale blanche. Dans le métro, c'est ça ? Dans le métro, exactement. Et elle est frappée. Hein. Ensuite, c'est pas ça ? Je ne sais pas ce qui lui arrive après. Mais tellement malheureusement je veux dire, ça montre qu'il y a une sorte. Ce type-là doit se prendre pour un antiraciste. Il doit se prendre, je pense, pour un antiraciste. Il traite quelqu'un de sale blanche, mais c'est un antiraciste. C'est l'époque qui est spéciale. Hein. Donc, j'essaye de suivre votre raisonnement. Oui. Ça veut dire que le fait d'être blanc, c'est les gens nous haïssent parce qu'on est blanc ? Oui. Ah bah oui. C'est pas parce qu'on représente quelque chose d'autre que simplement le fait d'être blanc ? C'est pas la couleur de notre peau qui nous détermine là. Cette haine, elle n'est pas déterminée par la couleur de notre peau. C'est parce qu'on représente une civilisation, une culture, des idées. Voilà. Donc c'est pas lié à la cette haine, elle n'est pas liée à la couleur de notre peau. Elle est liée à une identité que nous représentons, qui est une civilisation, qui est une culture, qui est des. Julien, le racisme, c'est souvent ça. Les antisémites, par exemple. Non, le racisme, c'est pas souvent ça. Le racisme, les antisémites. Dans l'histoire, c'est pour ça que je suis réticent. Le racisme dans l'histoire, si vous me permettez, il était lié à. Mais si vous me posez une question. C'est pour ça que l'extension. L'antisémitisme n'est pas forcément lié à la détestation de la religion juive. C'est parce qu'on prête aux juifs le pouvoir, l'antisémitisme est lié au fait que vous êtes juif. On prête aux juifs le fait. Le pouvoir, la capacité d'avoir les médias, enfin tous les archétypes. La construction du racisme anti-blanc, c'est d'expliquer que les Blancs ont créé le colonialisme, ils ont créé l'esclavagisme, ce qui est d'ailleurs largement faux puisque les arabo-islamiques sont beaucoup plus forts en matière d'esclavagisme que les Blancs, mais peu importe d'ailleurs. Mais c'est d'expliquer que les Blancs sont privilégiés et par conséquent ils sont détestables. C'est comme ça que s'est installé au cours des temps le racisme anti-blanc. Oui, mais ça me convainc pas. Voilà, ça me convainc pas parce que ça veut dire que ce qui m'ennuie, c'est que ça renvoie à la couleur de la peau. Et oui. Et dans le combat actuel, c'est pas un combat lié à la couleur de notre peau. Mais Julien, dans le combat aujourd'hui, moi je pense qu'il y a des gens de couleurs différentes qui peuvent partager les mêmes idéaux. Bien sûr. Et qui sont haïs de la même manière, par ces gens-là. Donc la forme. Mais Julien, c'est pas moi qui ai inventé le wokisme. Les wokistes nous expliquent. On n'est pas obligé de tomber dans le piège du wokisme. Non, mais moi je tombe pas dans le piège. Je vous assure que je suis indemne de racisme anti-blanc. Mais il y a aucun doute là-dessus. Mais ils expliquent que les blancs, même le wokiste explique que même le blanc le plus, Ouria Boutelja explique que même le blanc le plus sympathique et quand même porte quand même ses privilèges et qu'il fait du mal. C'est le mal blanc. Mais en utilisant cette expression-là,
est-ce que d'un certain point de vue, vous l'enfermez pas dans ce qu'elle veut, c'est-à-dire un découpage qui est lié au fait que parce qu'on est blanc, on est donc des privilégiés et qu'on est représentant d'une sorte de société de privilèges et qu'elle, elle est la représentante des minorités. Mais c'est pas moi qui ai. Mais moi, je crois pas aux privilèges blancs. Donc si vous croyez je crois pas aux privilèges blancs. qu'est-ce que ça Non mais. Je cherche à comprendre. Non mais excusez-moi, mais moi je suis un pragmatique. Quand je vois qu'on attaque les blancs parce qu'ils sont blancs, je ne peux pas faire autrement que de constater qu'il y a un racisme anti-blanc. Est-ce qu'on les attaque parce qu'ils sont blancs ou parce qu'ils représentent un monde occidental avec des valeurs, avec des principes, et que c'est ça qu'on déteste? Mais je vous assure qu'en banlieue, quand il y a des types qui s'en prennent à un petit blanc, ils ne font pas référence obligatoirement à ce qui s'est passé en Algérie. Ils détestent le blanc parce qu'ils le voient là et qu'il ne leur ressemble pas. Vous savez, les racistes, c'est pas des pianistes distingués. Hein. Non, mais c'est parce qu'on l'a. Moi, me semble-t-il, dans le moment actuel, c'est quand même un moment important où il faut essayer d'opposer face à la montée de ce qu'on appelle les intégrismes et notamment le racisme islamique tel qu'il se développe à l'égard l'antisémitisme plutôt. Excusez-moi. Je suis pas sûr que rajouter ce concept-là va clarifier les choses. Mais je cherche pas à clarifier. Je cherche malheureusement à décrire et à déplorer une situation. Est-ce que l'affrontement aujourd'hui, c'est pas l'affrontement des Lumières contre l'obscurantisme? Est-ce que dans cet affrontement qu'on doit mener aujourd'hui de manière violente, parce que en fait la détestation du blanc, c'est la détestation aussi de la civilisation des Lumières. Mais c'est plutôt la détestation de l'Occident. Et c'est l'Occident. Oui, mais c'est pas l'Occident en soi, c'est l'Occident des Lumières. C'est ce qu'il représente comme émancipation, comme liberté. Non, mais pardon, mais sur le plan, par exemple, pour la femme, c'est le statut de la femme, et voilà, c'est le statut. Mais on va avancer, mais sur la question du racisme anti-blanc, si certains le découvrent aujourd'hui, comme a pu le dire Gilles William Goldnadel, d'autres l'ont théorisé depuis des années. Oui. Et c'est pas quelque chose qui arrive, qui tombe du ciel en disant voilà, on est le 10 décembre 2023, le racisme anti-blanc arrive sur notre sol. C'est parce qu'il y a des gens qui ont théorisé qu'ils avaient forcément raison. Non, bien sûr que non, mais on était traînés dans la boue. Il y a plein de gens qui ont théorisé plein de bêtises il y a plein d'années. Non, oui, mais donc c'est pas le fait qu'une majesté de la République, puisque c'est comme ça qu'on va les appeler, le reprend comme ça parce que ça fait bien aujourd'hui, que pour autant ça valide le concept. Je vous assure, les effets de mode linguistique, moi je m'en méfie. D'accord. Quand une personne est dans la rue et est attaquée, on lui dit sale blanc. C'est par rapport à, c'est quoi? C'est parce qu'il c'est l'Occident. On pense à l'Occident quand on dit sale blanc. Je pense que je représente tout ce qu'ils détestent dans ces cas-là. C'est-à-dire, je représente l'Occident émancipateur. Je représente l'Occident alimentaire. Je représente la démocratie. Je représente admettons des femmes, etc. Alors admettons. C'est tout ça qu'il y a derrière. Alors admettons, mais si jamais un blanc. La couleur. Non, mais leur détestation n'est pas liée à la couleur. Mais enfin, elle est liée à ce que je représente. Mais alors c'est pour là vous pouvez dire que quand quelqu'un insulte un noir dans la rue, finalement c'est pas parce qu'il est noir, mais parce qu'il déplore que l'immigration soit nombreuse. Vous avez toujours parce que vous savez aussi que là c'était lié dans l'histoire. Oui. Sur le racisme anti-blanc, mais dans l'histoire, il y a eu un racisme qui était lié sur le plan à la couleur de peau au départ. Mais le racisme contre les Noirs, c'est lié à la couleur de peau. Mais je vous assure qu'en Afrique, on ne découvre pas le racisme anti-blanc. En Afrique, vous avez des gens qui détestent les Blancs parce qu'ils sont minoritaires. Je veux dire, vous savez, la détestation. Non mais Julien, vous avez l'air de considérer que seuls les blancs ont le monopole du racisme. Non, je dis pas ça parce que. Si. Non, je dis pas ça. Je dis que c'est la chose la mieux partagée au monde. Non. Si on veut se donner une idée de l'égalité dans la vie, on pense au racisme. Non, mais c'est la chose la mieux partagée. La haine de l'autre est la chose la mieux partagée. Ça, c'est vrai. C'est tout. La haine de l'autre quand il est différent ou quand il représente une différence est la mieux partagée aussi. Oui. Voilà. Donc je suis pas bon. En tous les cas, c'est un sujet qui est
entrer dans le débat public parce que vous avez parlé du wokisme. Et finalement, dans ce racisme anti-blanc, il y a peut-être une idéologie woke qui est de plus en plus importante dans notre société et qui alimente ce racisme-là. Et d'ailleurs, Marion Maréchal a accusé Rima Abdul-Malak de promouvoir le racisme anti-blanc et elle a d'ailleurs saisi le défenseur des droits. Dans un communiqué publié le 8 décembre, Marion Maréchal et Stéphane Ravier estiment que le programme La Relève, destiné à renouveler le vivier du leadership culturel en France, représente une forme de discrimination raciale. Rima Abdul-Malak lui a répondu « Intox de reconquête ». Mes propos à la conférence de presse de La Relève étaient pourtant clairs. La Relève s'est formée à la direction des institutions culturelles des passionnés qui n'y ont pas naturellement accès, comme ceux qui n'ont pas grandi dans un manoir à Montretout. Je vous propose d'écouter Rima Abdul-Malak, ce qu'elle a dit justement jeudi soir. C'est très intéressant. Et vous allez me dire si oui ou non c'est du wokisme et si ce wokisme alimente le racisme anti-blanc. Il y a un manque de diversité dans nos directions d'institutions. Là encore, je parle toujours de cette liste de nos labels. Même s'il y a eu plus de femmes, ça c'est net. Il y a eu plus de profils atypiques, c'est vrai, on les cherche. Mais quand je dis diversité, c'est toutes les formes de diversité. C'est pas que la couleur de peau, c'est l'origine sociale, l'origine géographique. Des personnes, par exemple, qui ont grandi en milieu rural. Où sont-elles à la tête de nos institutions? Combien sont-elles? Ce n'est pas que la couleur de peau. Julien Drey, vous n'êtes pas que socialiste, vous êtes républicain, profondément expérimenté. Je suis socialiste parce que je suis républicain. Oui, mais vous n'êtes pas que cela. Si, on me définit que par rapport à ça. Bon, alors, est-ce que Rima Abdul-Malak, elle est prise en flagrant délit de wokisme quand elle dit ce n'est pas que la couleur de peau? Non, mais le wokisme, c'est autre chose. Le wokisme, attention, c'est une idéologie. C'est une idéologie de déconstruction. Ah oui, voilà. Bien sûr, c'est bien pour ça que je pose la question. C'est la déconstruction de tout ce que nous représentons sur le plan des Lumières. Parce que c'est des Lumières, de la République, voilà, c'est ça le wokisme. Et c'est de considérer que cette civilisation-là est une civilisation qui est pernicieuse et qui a écrit, parce que c'est comme ça qu'ils le disent. Ils disent comme nous avons été les vainqueurs, nous avons écrit l'histoire comme nous avons voulu l'écrire. Et donc nous avons passé sous silence, etc. C'est ça le wokisme. Bon. Non mais on peut faire l'économie de savoir si Rima Abdul-Malak est wokiste ou pas. La question est de savoir si, oui ou non, elle veut écarter les Blancs au profit d'autres couleurs pour l'idéologie diversitaire. Il me semble bien, il n'y en a que lui, que oui, puisqu'elle dit pas qu'elle va sélectionner les gens, pas que en fonction des couleurs, donc aussi en fonction des couleurs. Il se trouve que moi je considère que quand vous sélectionnez les gens en fonction de la couleur de leur peau, c'est du racisme. Alors c'est un racisme. Vous voyez quand même que les choses avancent, parce qu'elle est obligée de s'en défendre. Lorsqu'il y a une dizaine d'années, Madame Delphine Ernotte est arrivée à France Télévisions, je peux vous dire que c'était beaucoup plus décontracté pour traquer le mâle blanc de plus de 50 ans. Et il n'y avait personne qui mouftait. Donc on voit bien quand même, et je m'en réjouis, que lorsque Madame Rima Abdul-Malak finalement emprunte la même voie dangereuse, elle est obligée de s'en justifier et même de mentir un peu. Ça me fait plaisir. Non, mais là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye de défendre. C'est un concept qui n'est pas nouveau, c'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Oui. Voilà. Donc elle essaye de dire, dans le combat que nous menons, nous essayons de permettre qu'il y ait des gens qui ont des parcours sociaux différents, et donc aussi parfois aussi, voilà, ça s'appelle la discrimination positive, qui peut amener, c'est pour ça que c'est toujours compliqué, qui peut amener effectivement à ce que ça ne soit pas sur la qualité et la valeur de vos diplômes ou de votre travail que vous soyez jugé, mais simplement par rapport à vos origines. Et ça, c'est assez désagréable. Bien sûr. Et pour le coup, c'est profondément discriminant pour les gens qu'ils ont choisis. Mais en même temps, il faut être honnête, tous les managers des entreprises aujourd'hui, etc., essayent de dire qu'il faut que les directions d'entreprise, elles soient à l'image de la société française et que donc il y ait des promotions qui permettent à un certain nombre de gens de représenter aussi, que ce ne soit pas toujours les mêmes choses. Ça a été le cas avec les hommes. À un moment donné, on a été obligé de faire aussi ce qu'on appelait la discrimination positive à juste titre pour permettre à des femmes d'arriver à des responsabilités alors qu'avant elles n'y arrivaient jamais. Et c'est pas encore parfait. Et je pense que dans discrimination positive, il y a discrimination. Oui, c'est ça qui pose problème. La Cour suprême a été bien inspirée
en Amérique de supprimer la discrimination, qui discriminait notamment les Asiatiques, puisque leurs résultats c'est comme ça, sont tellement bons au niveau des examens qu'il fallait quand même en prendre moins. Il y en a qui se plaignent, vous voyez, qu'il y a trop de blancs dans les orchestres de musique classique, donc il faudrait aussi introduire, je ne sais pas comment, des gens qui ne soient pas blancs. Manque de chance, les sélections qui sont faites en principe dans les opéras sont des sélections aveugles. C'est que vous ne voyez même pas qui est en train de jouer. Donc je préfère la sélection par le talent, vous voyez. Mais dans discrimination. C'est pour ça que... Mais en même temps, moi, je pense que le principe, ça doit être la sélection par le talent, mais en même temps, on est obligé de reconnaître, parce que c'est le fonctionnement de la société, qu'il y a parfois des discriminations qui pèsent et que vous avez des populations qui sont surreprésentées par rapport à d'autres qui sont sous-représentées. Et c'est pas que lié au travail. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé sur les femmes? Moi, je crois pas. Sur les femmes. Très sincèrement, je pense. Elles ont pas, pendant des années, vous savez comme moi, qu'à capacité égale, et souvent, elles étaient barrées, elles n'arrivaient pas à passer. Moi, très sincèrement, je pense que la France n'est pas un pays qui discrimine. Non, c'est pas le problème. J'y crois pas. Mais c'est pas le problème. C'est pas le pays qui discrimine, c'est la société d'ailleurs, plus que le pays. Non mais bon. Voilà. Je me souviens d'une déclaration de Philippe de Villiers qu'on avait passée il y a 3 semaines ou 4 semaines, je le dis en régie parce que c'est une archive de l'INA, justement sur la question de la discrimination positive, ou en tous les cas de retrouver un certain équilibre dans l'univers politique. Est-ce que dans l'hémicycle, il y a autant de femmes que d'hommes, par exemple, et la représentation politique. Si on arrive à retrouver cette séquence, on pourra la ressortir après la publicité. Pour terminer sur ce sujet, dans discrimination positive, il n'y a pas que positive, il y a aussi discrimination. Je vous donne juste, parce que là, c'est une pépite. Vous donnez des bâtons pour vous faire battre. C'est parce qu'on a été obligé de mettre des obligations que, par exemple, on a féminisé l'Assemblée nationale. Mais je vais vous dire, vous êtes contre. Pas du tout. Grâce à ça, on a réussi quand même à féminiser une Assemblée nationale. Je dis simplement qu'il y avait une déclaration absolument passionnante. Madame Rousseau ou Madame Retrouvons cette séquence, je vous en supplie, juste après la publicité. L'AFP. Pour les Rima Abdul Malak, l'AFP, c'est pas Reconquête ou c'est pas nous qui traitons ce sujet. La ministre a précisé qu'elle entendait par diversité, je cite, ouvrez les guillemets, la couleur de peau, l'origine sociale, etc. Et on l'entend. Oui, mais c'est intéressant, c'est l'AFP, donc on peut pas nous faire tous les procès du monde. Avant la publicité, je le dis, on va revenir en longueur sur le... Juste parce que le débat, personne ne conteste la couleur de peau, hein. C'est-à-dire ? Non, mais je veux dire, vous dites, la ministre a dit, il y a la couleur de peau, elle existe. Est-ce que le débat, vous l'avez pas introduit comme ça? Vous l'avez introduit pour dire, est-ce que désormais, il y a un racisme anti-blanc qui s'est installé dans la société, et est-ce que ce concept est opérant par rapport à la situation dans laquelle on est? C'est le premier sujet. Ça, c'est le premier sujet. Le second, c'est... Là-dessus, je dis que je reste sceptique sur ce terme. Mais c'est deux choses différentes, Julien. Non, c'est deux choses différentes. Ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, vous avez une ministre qui est accusée de promouvoir cette discrimination contre les Blancs, cette discrimination dite positive, parce qu'elle dit on va choisir des gens, pas que pour la couleur de peau, pas que parce que vous êtes noir. En raison notamment de la couleur de peau. J'ai l'impression qu'on a du mal à se comprendre. Oui, je crois qu'on a du mal à se comprendre, parce que elle dit des choses qui vont plutôt dans votre sens. Qu'est-ce qu'elle dit? On va pas choisir à cause de la couleur de la peau. Non, mais il le fait exprès, je le connais pas. Non, mais il plaisante. J'ai compris. J'ai compris. La publicité, on revient dans un instant, on reviendra longuement sur le conflit au Proche-Orient. On parlera de Zineb El Razaoui, on parlera également de l'antisémitisme dans les universités aux États-Unis, la question du cessez-le-feu, des otages, et on repassera cette séquence de Philippe de Villiers en fin d'émission. C'est complètement dans ce sujet-là, sur la discrimination dite positive. Très bien. En 19h30, on poursuit le face-à-face. William Goldnadel et Julien Drey. Avant cela, c'est l'information avec vous, Maureen Vidal. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a fait part au président russe Vladimir Poutine de son mécontentement après le vote de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu. La Russie entretient des rapports cordiaux avec le Hamas et ne considère pas le groupe comme une organisation terroriste, à l'instar d'Israël, des États-Unis et de l'Union européenne. Benyamin Netanyahou a également critiqué la coopération dangereuse entre la Russie et l'Iran.
Nouveau refus d'obtempérer à Chelles en Seine-et-Marne. 2 adolescents de 17 ans sont morts des suites de leurs blessures. Le conducteur du 2 roues a refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de police. Une course-poursuite s'est engagée avant qu'il ne perde le contrôle de l'engin. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mort des jeunes hommes n'est vraisemblablement pas consécutive à un choc avec une voiture de police. Enfin, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a déclaré vouloir relever de 2 ans l'âge d'accès à une indemnisation plus longue pour les chômeurs âgés, de 55 à 57 ans, pour être cohérent avec ce que nous avons fait sur l'âge du départ à la retraite, selon le ministre. Un relèvement de 2 ans qui devra s'accompagner d'un effort de formation. Merci beaucoup pour le point sur l'information. On va parler de Zineb El Razoui, l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo, s'est vue retirer le prix Simone Veil, décerné par la région Île-de-France, qui chaque année met en avant une personnalité qui incarne l'héritage de Simone Veil. Zineb El Razoui, depuis le début du conflit, a de nombreuses fois condamné Israël, mais ces derniers jours, un cap aurait été franchi pour Valérie Pécresse, puisqu'elle a retweeté un message faisant un parallèle entre la Shoah et l'offensive israélienne à Gaza. Ces déclarations ont terriblement meurtri nos compatriotes qui ont vécu la barbarie de la Shoah. Elles ne nous semblent absolument pas conformes au message de paix porté toute sa vie par Simone Veil. Julien Drey, comment vous expliquez cette communication de Zineb El Razoui ? J'ai pas d'explication. J'ai connu Zineb quand elle était un peu plus jeune. C'était une militante, une combattante. Elle a été très courageuse à bien des moments. Elle était même sous protection policière. Hein. Bien sûr. Et puis, elle s'est absentée pendant... Bon, ça c'est lié à sa vie personnelle. Et je l'ai revue avec ma plus grande surprise faire des déclarations. Au début, j'y croyais pas d'ailleurs. Je me suis dit, c'est des faits, comme on dit en ce moment. Puis, il y a une accumulation. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas répondu. Je vais être honnête avec vous. Parce que je me disais que c'était lui faire trop d'honneur que de répondre à ce qu'elle était en train de dire, parce que c'était tellement délirant et incohérent, y compris tout ce qu'elle a pu raconter jusqu'auparavant, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais peut-être qu'elle va nous expliquer, elle. William. Non, je partage complètement l'avis de Julien. Si le nom de Déception avait un prénom, il s'appellerait Zineb. Pour moi, Zineb, j'avais beaucoup d'admiration et d'affection pour elle. Je la considérais même comme une amie. J'ai pas d'explication parce que qu'elle critique Israël, c'est bien son droit. Oui. Mais elle a, depuis déjà plusieurs semaines, elle déraille, elle divague. Elle a aucun esprit critique par rapport au Hamas. Et dans son dernier état, elle compare Gaza à Auschwitz. Donc il était normal que Aurélien, le petit-fils de Simone Veil, s'en émeuve, puisqu'elle avait reçu un prix qui porte le nom de sa grand-mère. Et il était tout à fait normal et louable que Valérie Pécresse prenne cette décision. C'est une femme qui a eu un passé, qui a maintenant, en tous les cas, un présent peu glorieux. Je ne m'essaierai pas à donner des explications qui seraient, à mon avis, trop prosaïques. Et je ne veux pas risquer un procès. Je sais qu'elle a fait une tentative avortée d'entrer en politique par un certain parti pour représenter justement la zone du Maroc. Elle a échoué, allez savoir si elle avait d'autres ambitions ou pas. Mais pour moi, il ne peut y avoir qu'une explication prosaïque pour expliquer une telle dérive. Avançons. Une explication prosaïque concrète, une ambition, pas forcément très noble. Voilà ce que je pense, mais parce que j'échoue sinon à toute explication. Hein. Oui, mais c'est la surprise, quoi. Voilà, c'est la mauvaise surprise. Ah oui. Et c'est une personne qui a souvent été invitée sur CNews et qui, je le rappelle, faisait souvent le plateau de Laurence Ferrari, qui a lutté contre l'islamisme. Pleine de charme et d'intelligence. Parlons à présent plein d'intelligence, parce qu'après pour le reste... Parlons des États-Unis à présent. Le Congrès américain a ouvert une enquête parlementaire inédite qui, justement, traite de l'antisémitisme endémique sur les campus américains. Ça touche les campus les plus prestigieux, Harvard, le MIT ou encore le campus de Pennsylvanie. Auditionné mardi, Elizabeth McGill, qui dirigeait UPenn, a dû démissionner après les propos que vous allez entendre et l'échange qu'il a pu avoir avec une des membres de ce congrès. Madame McGill, à l'université de Pennsylvanie, est-ce qu'appeler au génocide des Juifs viole les règles ou le code de conduite de l'université? Oui
ou non? Cela dépend du contexte. Cela dépend du contexte. C'est ce que vous affirmez aujourd'hui. Appeler au génocide des Juifs dépend du contexte. Ce n'est pas du harcèlement ou de l'intimidation. C'est pourtant la question la plus simple et la plus évidente que je puisse vous poser, Madame McGill. Donc vous ne répondrez pas au cours de cette audition? Oui ou non? Si les paroles se transforment en actes, cela pourrait être du harcèlement. Donc par acter, vous voulez dire commettre un génocide? Appeler au génocide ne suffit pas à le caractériser? C'est inacceptable, Madame McGill. Et je vais vous donner une dernière chance pour que le monde entier puisse entendre votre réponse. Est-ce qu'appeler au génocide des Juifs viole le code de conduite de l'Université de Pennsylvanie? Oui ou non? Cela peut être du harcèlement. Donc la réponse est oui. Et Dr Gay, à Harvard, est-ce qu'appeler au génocide des Juifs viole le code de conduite de l'université? Oui ou non? Cela pourrait l'être, mais tout dépend du contexte. Donc la réponse est oui. Appeler au génocide des Juifs viole le code de conduite de l'université? C'est bien ça? Encore une fois, tout dépend du contexte. Cela ne dépend pas du contexte. La réponse est oui, et c'est pour ça que vous devriez démissionner. Toutes ces réponses sont inacceptables. Séquence mardi, vous avez pu entendre également Clotilde Gay, qui est la directrice d'Harvard. Est-ce que ce qu'il se passe aux États-Unis est une sorte de miroir grossissant de ce qui se passe en France? Tout à fait, c'est une très bonne question. Elle est remarquable, la représentante républicaine qui pose les questions. La situation sur les campus américains est encore pire que la situation sur les campus français. Hein. Mais pas très éloigné. Il y a une détestation des Juifs et d'Israël. Et je peux vous dire que si, par hypothèse hardie, on avait appelé au génocide des Noirs ou des Arabes, les deux présidents d'universités prestigieuses auraient eu des réponses beaucoup plus simples, avec moins de circonlocution. Alors, ce que je veux dire, parce que ça rejoint notre discussion précédente, Ah oui. le racisme anti-blanc est contenu dans cette nouvelle forme d'antisémitisme. Il faut comprendre, je ne cesse de le dire avec peu de bonheur depuis une vingtaine d'années, il faut comprendre que le stéréotype du juif a changé. Avant, il était détesté parce que c'était un apatride et un veule. Maintenant, il est détesté parce que c'est un nationaliste belliqueux. Le génie de l'antisémitisme est d'avoir renversé le stéréotype mensonger sur ses pieds. Il n'en demeure pas moins que lorsque on déteste, le juif n'est plus un racisé victime, c'est un blanc super privilégié. Et donc quand on déteste aujourd'hui un juif, que ça soit en Amérique ou même en France, on le déteste en tant que juif, mais aussi en tant que blanc. Mais ça colle pas. Ah bon? Ben non. Bon. Vous avez toute une partie de la population israélienne qui vient d'Éthiopie, bah oui, et qui sont noirs. Parce que vous pensez, monsieur Drey, on peut pas renvoyer Drey, le juif, il n'est pas blanc. Mais monsieur Drey, vous pensez que le racisme... Aujourd'hui en Israël, vous avez même dans l'armée israélienne, ils sont même en première ligne. Mais vous pensez que le raciste est quelqu'un de logique? Allez expliquer. Vous savez quoi ce que vous allez faire? Vous prenez votre valise et vous allez sur les campus américains expliquer vous avez tort de détester les Israéliens parce que vous savez il y a des Noirs qui combattent avec les Israéliens. Vous verrez. C'est pas qu'il y a des Noirs, c'est des Juifs qui sont noirs. Oui, mais je ne suis pas sûr. L'identité juive ne se renvoie pas à la couleur de la peau. Je ne suis pas sûr qu'en dépit de votre force de conviction, vous convaincrez un raciste, c'est un raciste. Je vous explique comment ça fonctionne. Non, mais je veux dire... Il voit le juif aujourd'hui comme un blanc au carré. Il le voit plus comme un métèque, comme le voyait l'extrême droite, comme voyait l'extrême droite des années 30. J'y peux rien. C'est pas moi qui fait les antisémites. Je pense que la manière dont ces gens-là fonctionnent n'est pas. Je suis pas convaincu parce que je pense que la force qu'ils ont de leurs idées, c'est qu'ils ont inversé le rapport colonisé-colonisateur. Et d'ailleurs, c'est une des erreurs qui a été commise, d'après moi, par nous tous, c'est qu'on a laissé s'installer ce discours un peu les colons. Israël est un pays colonisateur, désormais. Alors que quand on regarde, et c'est ça qui est intéressant, l'histoire, on voit qu'il n'y a pas de colonisé et colonisateur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de colons, etc. Mais c'est le vocabulaire colonisé-colonisateur qui est essentiel aujourd'hui dans la bataille. Parce que ça renvoie au fait qu'il y a la puissance d'un côté,
c'est le colonisateur, et la faiblesse de l'autre, c'est le colonisé. Et donc c'est le petit contre le grand. C'est voilà, c'est ces images-là. Bon, enfin, moi, je vous assure que l'image du juif a changé dans l'esprit de ces gens-là bien avant encore les implantations. C'est en gros l'antisémitisme, c'est celui qui dit aux juifs, dis-moi comment tu es, ES, je te dirai comment je te hais, HAIS. Lorsque le juif était en diaspora et qu'il ne savait pas se défendre, il était détesté comme un faible. Oui, maintenant qu'il sait se défendre et qu'il rend les coups, il est détesté comme un fort. Oui, mais parce qu'ils ont inversé. Bon. Parce qu'après, c'est justement parce que le juif qui était en diaspora, c'était pas un colonisateur. Aujourd'hui, il est considéré comme un colonisateur. Oui. L'erreur méthodologique, c'est de considérer que le droit à l'existence d'un État d'Israël, à l'existence d'un foyer juif au départ, et donc d'un État d'Israël, c'est quelque chose qui a été importé. Or, c'est ça qui est, d'après moi, la question la plus importante, qu'il faut d'ailleurs, c'est là où il y a une erreur, y compris dans l'éducation nationale. La question juive, elle est préalable à la Shoah. La question de l'État juif, il est préalable. Et il est préalable parce que territorialement, il y a toujours eu des juifs. Il y a même eu des juifs avant même l'existence de la Palestine. Qui était même majoritaire, par exemple, à Tel Aviv. Mais n'essayez pas de raisonner avec les stéréotypes. Parlons à présent du cessez-le-feu. Si vous le voulez bien, la guerre a repris dans la bande de Gaza avec des interventions aériennes, mais également au sol. Le secrétaire général de l'ONU maintient la pression sur Israël et appelle donc à un cessez-le-feu. Il y a eu un vote vendredi en Conseil de sécurité de l'ONU, rejeté grâce ou avec le veto des États-Unis. Le Royaume-Uni s'est abstenu. En revanche, la France a voté cette résolution. Écoutez Nicolas de Rivière, c'est le représentant permanent de la France à l'ONU qui explique pourquoi les Français ont voté favorablement à ce cessez-le-feu. La France est gravement préoccupée par la tragédie humanitaire en cours à Gaza. Le secrétaire général a tiré l'alarme et il a eu raison. C'est pour cette raison que la France a voté en faveur de cette résolution et c'est pour cette raison qu'elle plaide pour une nouvelle trêve humanitaire immédiate et durable qui doit conduire à un cessez-le-feu pérenne. Pour sa part, elle ne voit aucune contradiction entre la lutte contre le terrorisme et la protection des civils dans le strict respect du droit international humanitaire. Elle aurait souhaité que ce Conseil puisse enfin condamner les attaques terroristes du Hamas et d'autres groupes terroristes le 7 octobre dernier. Malheureusement, une fois de plus, ce Conseil a échoué par désunion et par refus de s'engager véritablement dans une négociation. Ce faisant, alors que la crise à Gaza s'aggrave, et qu'elle menace de s'étendre, il ne se montre pas à la hauteur de la mission fondamentale que lui confie la Charte. Comment expliquez-vous le vote de la France vendredi ? Je ne l'explique pas. C'est pareil, c'est la discussion de tout à l'heure. Ne me demandez pas d'expliquer l'inexplicable. La France, représentée par son président, n'a cessé de se désavouer elle-même depuis le début. Vous aviez un président qui voulait éradiquer le Hamas, monter un front international. Il n'était pas question. Israël avait le droit de se défendre. Et puis à l'arrivée, on accepte, contrairement à la Grande-Bretagne, on accepte d'honorer une résolution alors même qu'elle ne condamne pas le Hamas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a un président qui en est à maintenant à ne pas vouloir manifester contre l'antisémitisme parce que ça serait alimenter le racisme anti-musulman ou détruire l'unité de la France, et en même temps il allume des bougies en violation de la laïcité. Je n'y comprends plus rien. Donc j'ai du mal maintenant. J'ai un déficit d'explication pour expliquer l'attitude française. Julien. Moi, je pense que vous devriez repasser sans arrêt le texte de l'intervention du représentant français. Il dit tout et son contraire. Oui. C'est incompréhensible. C'est vrai. Excusez-moi, c'est incompréhensible. D'ailleurs, je comprends, il est en train de lire ses fiches, et je ne sais pas qui lui a écrit ses fiches, mais visiblement, il a un problème. Il dit tout et son contraire. Oui, mais comme le président. C'est tortueux, c'est compliqué, je suis avec les uns, mais je suis avec les autres. Alors, premièrement, la résolution, si on veut parler de l'ONU, elle ne dit pas un mot sur les otages. Pas un mot sur les otages. La première chose qu'on aurait pu attendre de l'ONU,
c'est qu'elle demande la libération des otages. Voilà, ça honorerait l'ONU. La deuxième chose qu'on pourrait attendre de l'ONU, c'est qu'elle demande aux organismes internationaux qui sont souvent sous sa tutelle, ou voilà, qu'ils eux-mêmes interviennent sur la question des otages. Ça n'existe plus. Non. Voilà. La deuxième chose, y compris les otages français. Voilà. La deuxième chose, si vous voulez, moi je suis d'accord pour donner toutes les. Je ne sais plus quel responsable politique a dit, mais si vous avez des conseils à nous donner et à nous expliquer comment on peut exterminer le Hamas sans faire la guerre, si vous avez des... On est preneurs, nous. Hein. Oui. On est preneurs. Venez nous le montrer. Venez nous le démontrer. Oui. Voilà. Donc, excusez-moi, mais c'est pour ça que moi je veux bien, la France dit, on veut... Voilà, qu'il faille des... Je suis d'accord avec Bobby Sanders. Voilà, qui dit il faut faire une trêve humanitaire de temps en temps. D'ailleurs, Israël le fait. Mais on ne peut pas dire le cessez-le-feu. Mais d'ailleurs, je vous signale qu'aujourd'hui, en ce moment, là, dans les heures qui se déroulent, vous avez de plus en plus, d'abord, de combattants même du Hamas qui se rendent et qui disent, pas par 5 ou 10, par centaines, qui disent ils nous ont forcés, on n'en peut plus. Et en plus, c'est des lâches. Nos chefs, ils sont sauvés dans les convois humanitaires et ils nous ont laissé être de la chair à canon. Et vous avez encore plus, vous avez un reportage de CNN qui a été fait hier, où vous avez des dames, des dames gazaouis, et voilà, qui disent voilà ce qu'ils ont fait. Voilà. Et vous avez ces images terribles, parce que puisque l'ONU veut s'occuper de tout, qui s'occupe de la livraison, des livraisons des humanitaires? Parce que moi je veux bien qu'il y ait un drame humanitaire, mais le drame humanitaire, quand vous confisquez, comme c'est le cas, toutes les livraisons d'eau, d'électricité, d'essence, de nourriture qui ne sont pas distribuées aux populations. Vous avez parlé des otages et je voulais qu'on voit ce sujet-là, puisque la jeune femme de 21 ans, Mia Chem, a été, je le rappelle, libérée le 30 novembre dernier. Elle a été retenue otage et faite captive par les terroristes du Hamas depuis le 7 octobre. Elle a posté un message sur les réseaux sociaux avec un tatouage, la date du 7 octobre, en disant la douleur et la peur, les spectacles difficiles, les amis qui ne reviendront pas et ceux que nous devons retrouver, mais nous devons encore gagner, nous allons encore danser. Je rappelle également qu'il y a 4 Français qui sont toujours retenus en otage. Elia, Orion, Ofer et Ohad. Cette question des otages est un élément qui reste essentiel, Julien Drey, et pourtant j'ai l'impression que là, encore une fois, c'est par vague. Médiatiquement, on en parle un peu moins ces derniers jours. Alors, d'abord, une première remarque qui est nécessaire, parce que je vois la campagne qui s'est développée sur les réseaux sociaux, où des gens ont commencé à prendre la parole en disant « Mais vous avez vu, les otages ont été bien traités, vous avez vu, ils font des signes de la main, ils embrassent leur... voilà.